Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'étais très impatiente de faire parce qu'on va parler d'une affaire qui personnellement me passionne, c'est une affaire de disparition qui n'a à ce jour pas été résolue et c'est l'affaire Maddie McCann. Vous avez sûrement dû en entendre parler ces temps-ci, surtout avec ce qui se passe. Et je vais revenir avec toutes les polémiques un peu qu'il y a eu ces jours-ci, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux globalement. Donc on va revenir là-dessus du début de l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc l'affaire Maddie McCann, elle commence le 3 mai 2007 à Praia de Luz, au sud du Portugal. Elle commence là-bas parce que c'est tout simplement le jour où la petite Maddie, âgée de 3 ans, va disparaître. Maddie, de son nom complet Madeleine McCann, est en vacances au Portugal. Elle est âgée de 3 ans et elle est là-bas avec ses parents qui sont Jerry et Kate McCann et son petit frère Sean et sa petite sœur Amélie qui sont des jumeaux âgés d'environ 2 ans. Pour faire un peu le portrait rapide des parents, Kate et Jerry, ce sont deux médecins britanniques qui sont venus en vacances au Portugal, donc au Ocean Club, c'est le nom du club de vacances dans lequel ils sont. Et ils sont venus là avec plusieurs couples d'amis, donc ils sont pas du tout seuls. Et donc ils sont comme ça, entre amis, au Portugal. Pendant cette soirée du 3 mai 2007, le couple Kate et Jerry se rendent en fait à une soirée. C'est une soirée qui est au sein même du club, donc c'est une soirée bar tapas. Et ils s'y rendent là-bas, ils rejoignent en fait leurs amis tout simplement. Et donc ils couchent leurs enfants et laissent leurs enfants dans l'appartement qu'ils occupent au sein de la résidence. Et ils vont à cette soirée qui est franchement pas très loin de l'appartement. Et d'ailleurs ils se relaient avec tous leurs amis. Ils se relaient, ils font une ronde, enfin plusieurs rondes même. Et chaque ami va en fait au cours de la soirée se rendre dans les appartements pour voir si tout se passe bien, si les enfants dorment bien et si en fait il n'y a rien d'anormal tout simplement. Donc ils vont chacun à leur tour vérifier les chambres et aux alentours de 22 h, c'est au tour de Kate, qui est donc la mère de Maddie, de se rendre dans les chambres pour vérifier que tous les enfants dorment bien et qu'il n'y a rien de bizarre. Donc elle y va et en fait elle rentre dans la chambre de ses enfants, donc elle vérifie que les jumeaux dorment bien. Et en fait, elle allait repartir sans avoir vraiment fouillé les lits, c'est-à-dire qu'elle s'est pas approchée non plus de trop. Mais elle se rend compte en fait que la fenêtre est ouverte et que c'est absolument pas normal puisque la fenêtre avait bel et bien été fermée. Et là elle se dit que quelque chose ne va pas et en regardant mieux le lit de Maddie, elle se rend compte que sa fille a disparu. Donc là c'est la panique, elle retourne en vitesse au bar où est son mari et aussi où sont ses amis. Et donc elle y retourne en panique et là ils se mettent à chercher la petite fille parce que si ça se trouve elle s'est réveillée, elle est partie, elle est sortie en ne trouvant pas ses parents, on ne sait pas, donc ils la cherchent absolument partout mais en vain. C'est à 22 h 40 qu'ils vont prévenir la police locale qui va donc venir. Au bout d'1 h 30 ils vont arriver sur place. Donc ils les préviennent à peu près 3/4 d'heure après et la police arrivera 1 h 30 plus tard. Donc c'est assez longtemps parce que on sait dans les disparitions d'enfants que les premières heures sont super importantes, mais la police arrive et tout de suite les policiers diront que l'attitude des parents les a un peu frappés. Parce que selon eux, Jerry était trop expressif déjà, c'est-à-dire qu'il était accablé, il pleurait toutes les larmes de son corps, et pour eux ça semblait un peu trop d'être comme ça, alors que Jerry n'est pas du tout comme ça d'habitude, il est même très pudique des émotions, je sais pas vraiment comment dire, mais il s'exprime pas trop. Après ça honnêtement, sa fille venait de disparaître, donc je trouve pas ça spécialement bizarre, mais bon ça c'est à chacun de voir. Et quant à Kate, elle ne fait que répéter aux policiers, c'est un enlèvement, c'est un enlèvement. Ça peut être encore une fois sous le coup du choc, mais les policiers trouvent ça bizarre en fait que à peine les recherches ont commencé, elle est déjà persuadée que sa fille a été enlevée. Donc il y a quand même plusieurs preuves qui vont dans ce sens. La fenêtre est ouverte, sa fille n'est pas dans son lit, elle n'est pas non plus dans la résidence. Donc forcément, en tant que parent, tu dois te dire que quelqu'un l'a enlevée. Elle n'est pas sortie par la fenêtre. Mais c'est vrai que les policiers trouvent ça
un peu bizarre au premier abord. Ils commencent les recherches puisque c'est une disparition d'enfants, donc c'est tout de suite pris assez au sérieux. Et la police va déjà rencontrer un premier problème puisqu'ils se rendent compte en fait que l'appartement qui serait classé comme scène de crime, on va dire, même s'il n'y a pas eu de mort ou qu'on n'en sait rien en fait, et ben la scène de crime a été bien polluée puisqu'il y a plein de monde qui sont entrés, qui ont pu laisser des traces. Qui dit traces dit aussi que donc il y a des éléments qui ont pu être effacés, des éléments qui auraient pu être importants à l'enquête, et ça va les retarder grandement parce que ça fausse les pistes et c'est franchement mauvais déjà, l'enquête part mal on va dire. Ils commencent dans un premier temps par chercher du côté de la famille, voir si quelle est la réputation de la famille, quels sont les dires, enfin qu'est-ce qu'on dit en fait sur cette famille. Et en fait ils se rendent très vite compte que la famille McCann ne pose absolument pas de problème, qui sont aux yeux de tous comme on va dire la famille parfaite en apparence et tout. C'est vrai que c'est deux médecins qui ont eu donc leur fille puis des jumeaux. En plus de ça, leurs enfants étaient vraiment très désirés. Kate a eu recours à la PMA, donc c'est des enfants qui ont mis longtemps à arriver, et quand ils étaient là, c'était pour le plus grand bonheur de leurs parents. Donc Maddie, c'est vraiment la princesse de la famille, et ça, les enquêteurs vont très vite le voir en fait, qu'en apparence, voilà, cette famille, elle est parfaite, bien sous tout rapport et tout. En plus de ça, au tout début de l'enquête, les parents sont très coopératifs, ils fournissent même aux enquêteurs un planning détaillé, parce que comme j'ai dit, ils ont fait des rondes, et ils ont fait des rondes toutes les 15 minutes à peu près, donc ils fournissent vraiment un plan détaillé du moment où ils sont arrivés au bar jusqu'au moment à 22h où Kate a trouvé le lit de Maddie vide. Donc ils fournissent 2 exemplaires précisément qu'ils ont fait avec leur groupe d'amis. Donc c'est 2 feuilles différentes faites par des personnes différentes bien sûr, et ils fournissent ces 2 plannings à la police. Le planning, il dit qu'à 20h30, ils se sont donc rendus au bar après avoir couché les enfants et vérifié que tout allait bien. Ils se rendent au bar pour commencer la soirée. Une demi-heure plus tard, à 21h, un de leurs amis fait la première ronde et se rend dans les appartements tout vérifier, et il n'y a pas de problème à ce moment-là. À 21h15, donc bien 15 minutes plus tard, c'est Jerry, donc le père de Maddie, qui se rend dans les appartements pour vérifier que tout va bien. Il verra bien en effet Maddie dans son lit, tout allait bien, il n'y avait pas de problème, et on se rend très vite compte en fait après que c'est Jerry qui est le dernier réellement à avoir vu Maddie, à pouvoir attester en fait que Maddie était bel et bien dans son lit à ce moment-là. Puisqu'après à 21h20, il y a un autre ami qui se lève et qui lui se rend uniquement dans son appartement. Donc il ne passe pas par l'appartement des McCann pour aller vérifier que tout va bien. À 21h30, un autre ami se lève, celui-ci va dans tous les appartements, mais il prend pas la peine d'ouvrir les chambres et de vraiment scruter chaque enfant. Il regarde juste globalement l'appartement et il s'en va, donc il vérifie pas vraiment. Donc 21h30, c'est le dernier ami qui se lèvera. Suite à ça, les policiers vont interroger tous les voisins donc, qui étaient autour de l'appartement des McCann, mais ça donne pas vraiment grand chose. En fait, personne n'a vu Maddie sortir, ou alors de personnes étranges autour de l'appartement des McCann. Personne ne peut rien dire là-dessus. En plus de ça, ils vérifient toutes les caméras qui ont pu être allumées cette nuit-là, pas que dans la résidence, mais absolument partout aux alentours. Mais pareil, là encore, on ne voit rien sur les caméras. C'est finalement le témoignage d'une des amies du couple qui donc s'appelle Jane Tanner, elle était à la soirée. Elle apportera un témoignage qui va être important dans ce début d'enquête, puisqu'elle va tout simplement dire qu'elle affirme avoir vu un homme. Elle dit que c'était un homme qui portait un pantalon beige et qui marchait dans la rue qui était juste adjacente à l'appartement des McCann. Elle l'a vu marcher avec un enfant dans les bras, un enfant qui portait un pyjama rose, qui était pieds nus et semblait endormi. Donc bien sûr cette description, elle convainc les policiers que c'est Maddie, puisque Maddie portait en effet un pyjama rose ce soir-là, et que un enfant endormi vers l'heure où Maddie a disparu, c'est quasiment sûr que c'est elle aux yeux des policiers. Donc avec ce témoignage, ils peuvent attester à 100%, même si bon c'était quasiment sûr, que c'est bel et bien un enlèvement, et ils partent donc sur cette piste-là, définitivement, très sérieusement on va dire.
Le 5 mai, donc ça fait seulement 2 jours que Maddie a disparu et là Interpol est prévenu de la disparition de la petite fille et donc tout le monde est au courant. Dans tous les pays on en parle à travers le monde, en France on en a parlé vraiment beaucoup et tout le monde est au courant de la disparition de la petite Maddie et tout le monde est donc aux aguets, à l'affût pour voir si ils ne croisent pas la petite Maddie ou en tout cas pour pouvoir signaler en cas de rencontre avec cette petite fille. C'est dans le même temps que les parents vont faire appel pour la première fois aux médias. Ils vont donner une interview et dans cette interview, ils vont faire un appel, enfin ils vont s'adresser directement au ravisseur, c'est pas vraiment un appel, mais ils vont s'adresser au ravisseur en lui disant de ne pas faire de mal à leur fille, de la relâcher, qu'il ne lui arrivera rien, enfin des choses comme ça qu'on dit quand quelqu'un est enlevé. C'est un peu on tente le tout pour le tout en fait. Cette première apparition dans les médias, ça va être seulement le début d'une longue période médiatique et de beaucoup d'apparitions médiatiques de la part des parents, puisqu'ils vont vraiment faire des médias leur plateforme pour diffuser un maximum leur message et un maximum le portrait de Maddie et relayer l'affaire vraiment de partout. Le 10 mai 2007, donc ça fait une semaine que Maddie a disparu et les policiers ont pour la première fois un suspect qui peut être vraiment intéressant pour le coup. Ce suspect c'est Robert Murat, il habite pas loin du club. Robert Murat donc c'est un Anglais qui vit au Portugal chez sa mère, il habite donc vraiment pas loin du club comme je l'ai dit. Il est divorcé et en quittant l'Angleterre où il avait sa femme, il a aussi laissé une petite fille qui a à peu près l'âge de Maddie. Et donc il a laissé son ex-femme et sa fille là-bas, il est venu vivre au Portugal et en fait les policiers vont le suspecter parce qu'il correspond globalement et il y a des preuves qui vont dans le sens que peut-être il aurait pu être là dans le coin quand Maddie a été enlevée. Il faut savoir que c'est un homme qui est très habitué du club, il connaît parfaitement le club, il y va souvent et il y a même 3 membres du groupe d'amis des McCann qui vont reconnaître l'homme en disant que oui, ils l'ont déjà vu au club. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui aurait pu voir Maddie et qui aurait pu se mettre en tête de l'enlever. En plus de ça, les policiers lui trouvent une attitude très suspecte puisqu'en effet il pose énormément de questions sur l'affaire, il semble très concerné et lui dira aux policiers bien sûr que s'il est concerné c'est parce que il voit sa petite fille en Maddie et que du coup ça le touche particulièrement, mais là il participe vraiment activement aux recherches et toutes ces questions vont un peu déranger parce qu'on sait que c'est vrai que dans les affaires d'enlèvement, de meurtre ou des choses comme ça, l'auteur du crime a tendance à participer grandement aux recherches et à aimer participer à ces recherches. Et donc là les policiers lui trouvent vraiment ce comportement suspect et vont finir par l'interroger tout simplement. Ils finissent donc par l'interroger et malheureusement pour lui, Jen Tanner, donc celle qui a rapporté son témoignage comme quoi elle aurait vu un homme avec potentiellement Maddie dans les bras partir du club, elle le reconnaît comme étant ce fameux homme. Avec la reconnaissance de Jane, ils peuvent se rendre à son domicile et le perquisitionner pour tenter de trouver quelque chose en lien avec Maddie, donc soit un cheveu, de l'ADN, du sang, n'importe quoi en fait pourrait être le bienvenu. Et en fait ils ne trouvent pas vraiment de lien direct avec Maddie, mais ce qu'ils trouveront en fait c'est tout simplement une coupure de presse qui est chez lui et qui concerne une affaire de pédophilie qui avait eu lieu 1 ou 2 ans plus tôt, donc c'est très récent encore une fois, pareil au Portugal. Elle va les mettre sur la voie d'un potentiel prédateur en fait, et là il se pose la question que Robert n'aurait peut-être pas agi seul et qu'il aurait donc potentiellement un complice. Ce complice, quand il cherche, il le désigne comme étant un russe donc qui s'appelle Sergei, qui est assez proche de Robert. Mais au final, au fur et à mesure des interrogatoires, au début on pensait potentiellement qu'ils auraient pu vendre la petite fille dans un réseau de pédophilie. C'est une hypothèse qui a été soulevée, mais ça n'a pas été plus loin parce que finalement ça s'est avéré très rapidement en fait que non, ça n'était pas Sergei le coupable et Robert Murat a été relâché on va dire et puis plus du tout inquiété par rapport à cette affaire. Ce qui fait aussi que Robert ne sera plus inquiété, c'est simplement que Jane donc, est réinterrogée et là elle présente
d'énormes contradictions avec elle-même, avec ses précédents témoignages. Elle se confond et puis finalement elle dit qu'elle n'est plus sûre de son témoignage, elle n'est plus sûre non plus que ce soit Robert qu'elle ait vu. Enfin rien ne va et donc les policiers sont forcés de reconnaître que c'était un témoignage un peu bidon et du coup ils relâchent Robert faute de preuves et puis surtout c'est sûrement pas lui qui a été vu et si elle a vu quelqu'un. Un mois après la disparition de la petite Maddie, ses parents vont ouvrir un fonds de solidarité qui en quelques semaines va récolter près de 4 millions d'euros. Donc c'est juste énorme et avec ces 4 millions d'euros ils vont pouvoir continuer l'enquête, rester au Portugal aussi parce qu'ils y restent pendant des mois après la disparition de la petite pour être au plus près de toutes les choses qui sont faites par rapport à l'affaire et aussi établir un plan de communication on va dire, c'est-à-dire que le visage de la petite Maddie est sur énormément d'affiches pour pouvoir se donner les chances un maximum de la retrouver, pour pas que l'affaire soit oubliée et pour que si les gens croient la reconnaître quelque part, appellent directement parce qu'ils ont toujours l'espoir en fait de la voir revenir et de la voir en vie surtout. Donc de leur côté les parents c'est ce qu'ils font, voilà, ils font leur maximum pour continuer l'enquête et la police elle continue également l'enquête de son côté mais en fait les preuves qu'ils ont et les témoignages en fait ils commencent vraiment à se demander si c'est vrai, si on les mène pas un peu en bateau et ils commencent même à se demander si la petite Maddie a réellement quitté un jour l'hôtel. Leurs doutes se font de plus en plus insistants et les parents deviennent réellement des véritables suspects en fait dans cette affaire. Les inspecteurs se demandent de plus en plus s'ils seraient pas responsables ou s'ils sauraient pas réellement ce qui est arrivé à leur fille. Parce que c'est vrai que leurs témoignages deviennent un peu contradictoires, ils savent plus trop se mettre d'accord en fait. Et ça commence vraiment à attiser les soupçons de la police. On est donc arrivé en août 2007, c'est 3 mois après la disparition de la petite. Le couple est resté au Portugal tout ce temps et les soupçons se retournent vers eux avec quelques preuves même qui sont apportées par les policiers et qui ne vont pas du tout dans le sens des parents. Parce que comme je l'ai dit au début, si vous vous souvenez bien, ils avaient fourni au début de l'enquête pour aider les policiers 2 différentes feuilles avec l'emploi du temps de la soirée, soi-disant, avec leur groupe d'amis, voilà, ils avaient fourni ça. Sauf que quand on compare les 2 feuilles, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas, ils ont pas dû le faire ensemble. Mais en tout cas, les 2 feuilles se contredisent, c'est-à-dire que les horaires sont pas vraiment les mêmes. En fait, c'est vraiment très contradictoire et ça leur rend vraiment pas service. Puisque du coup, les policiers se disent, s'ils se trompent dans les horaires comme ça, c'est qu'ils mentent, forcément. Du coup, ces personnes mentent, du coup, elles savent ce qui s'est passé et elles ont forcément quelque chose à se reprocher, sinon on ne ment pas dans de telles situations. Donc ils fouillent beaucoup plus du côté du couple et là ils vont découvrir donc une preuve qui va accabler Kate puisqu'ils découvrent son journal intime. Dans son journal intime, Kate elle apparaît comme une mère au bout du rouleau, elle n'en peut plus, elle décrira même ses enfants comme hystériques et ça va vraiment mettre la puce à l'oreille des policiers. C'est-à-dire qu'une mère qui n'en peut plus de ses enfants, et il y a même une phrase qui va retenir aussi l'attention des policiers, c'est-à-dire qu'elle met une phrase de la Bible qui en gros a un lien avec la mort d'un enfant. Du coup là vraiment c'est beaucoup, hein. Elle a tout consigné ça dans un journal et on se demande si Kate n'aurait pas un lien avec la mort de sa fille et donc les parents sont interrogés par la police. Et là, encore un truc qui ne va pas du tout dans le sens des parents, ils découvrent que les parents donnaient du Carpol à leurs enfants. Le Carpol, c'est quoi? C'est un sirop somnifère, en gros c'est pour les faire dormir. Donc les policiers, là, découvrent en fait qu'ils droguaient leurs enfants pour les faire dormir. Ce qui ne va pas du tout dans le sens des parents, bien au contraire, ça les montre comme des parents négligents, qui ne pensent qu'à faire la fête, à sortir, aux dépens de leurs enfants. Ce qui va encore plus dans ce sens, c'est que 1 ou 2 jours plus tôt, une voisine est venue rapporter que elle avait entendu des cris de Maddie, puisque Maddie en fait s'était réveillée une nuit où le Carpol n'avait pas dû bien faire effet, où la dose n'était pas assez grande, je sais pas, mais elle s'était réveillée et en fait voyant que ses parents n'étaient pas là, elle s'était mise à hurler, à les appeler en fait tout simplement, et donc une des voisines va témoigner de ça.
En fait, ses parents étaient sortis tout simplement, et avaient laissé leurs enfants endormis avec le carpol. Et donc là, à partir de ce moment-là, on se demande si du coup, suite à ce réveil inattendu de leur fille, ils auraient pas potentiellement augmenté les doses de carpol pour être sûr que sa fille dorme bien. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle aurait pas pu faire une overdose de ce produit à force d'en avoir souvent et peut-être en trop grosse quantité pour cette fois-là. Sauf que Kate, pour se défendre, elle dira qu'elle est médecin, que ce produit, elle en est certaine, ne peut pas donner la mort, et que bien entendu, elle ne mettrait pas une dose trop élevée à sa fille, vu qu'elle sait exactement la dose qu'il faut mettre étant donné qu'elle est médecin, et que donc ça n'a aucun sens de l'accuser de ça. Les policiers sont pas franchement convaincus, mais ils vont quand même explorer toutes les pistes, et pour ça, ils sont toujours autant persuadés que les parents ont quelque chose à voir dans l'affaire, et ils vont réexaminer avec attention les photos qui ont été prises le jour de la disparition de Maddie, quand les policiers prennent toutes les photos là, et ils analysent chaque photo pour voir s'il n'y a pas un truc qui cloche, et ils trouvent plusieurs choses qui leur paraissent vraiment bizarres. Premièrement, ils voient qu'il n'y a pas franchement de traces d'effraction, c'est-à-dire que quelqu'un serait rentré par effraction, mais en même temps il n'y a pas vraiment de traces qu'il y ait quelconque fenêtre qui a été forcée ou quoi. On a vu la fenêtre ouverte, mais en fait ça ressemble, selon les policiers, vraiment à une mise en scène d'enlèvement. La fenêtre n'a pas forcément été forcée, les rideaux aussi sont trop dérangés pour que quelqu'un ait pu passer par là. Et puis il n'y a aucune trace sur la fenêtre que quelqu'un soit bien passé par cette fenêtre, parce que ça laisse forcément des traces, je veux dire des traces de pas, des traces de pieds. Quelqu'un qui passe, en fait, ça se serait vu, il y aurait sûrement eu des traces, mais sauf que là il n'y en a aucune. En plus de ça, on découvre sur la photo de la chambre des enfants que le lit de Maddie n'est pas défait. Enfin, c'est comme si elle n'avait pas dormi dans son lit. Le lit est bordé à la perfection, c'est-à-dire qu'un enfant qui dort dans le lit va forcément défaire les draps, ça va paraître un peu plus désordonné, mais là, pas du tout, le lit est parfaitement fait, il n'y a rien qui a bougé. Donc les enquêteurs se demandent vraiment si la petite Maddie a bien été couchée dans son lit ce soir-là. En plus de ça, ils découvrent une autre chose qui va un peu leur faire avoir encore plus de soupçons, c'est-à-dire que le canapé dans le salon a été déplacé. Le canapé était un peu plus au centre, en fait là il a été poussé contre le mur. Donc les policiers se demandent vraiment pourquoi il a été poussé contre le mur, ça n'a aucun sens. Et là, Jerry dira qu'il en avait marre de ramasser les jouets de ses enfants qui tombaient du canapé derrière le canapé, et que donc il a définitivement poussé contre le mur pour plus avoir à aller ramasser les jouets de ses enfants. Donc ça ne convainc absolument pas, encore une fois, les policiers qui, à présent, se disent que peut-être qu'elle n'a pas été empoisonnée, mais ils vont explorer la thèse de l'accident domestique. Peut-être que Maddie est tombée, que les parents ont paniqué et qu'ils ont voulu maquiller ça en enlèvement. Peut-être qu'ils se sont débarrassés du corps. Bref, il y a tellement de choses qui ont pu arriver qu'ils vont faire venir des chiens renifleurs. Ils vont faire venir des chiens renifleurs de cadavres et de sang. Et là, les chiens vont trouver plusieurs traces. Donc le chien renifleur renifle de l'odeur de cadavre vers le canapé, vers le lit de Maddie, sur le pull de Kate, dans l'armoire. Et pour ce qui est du sang, ils en reniflent derrière le canapé, donc le canapé qui a été reculé. Ils reniflent du sang à cet endroit-là. Après ça, ils font aussi renifler la voiture que le couple a louée, parce que forcément, s'ils se sont débarrassés du corps, ils ont peut-être emmené le corps en voiture quelque part. Et là encore, il y a des odeurs de cadavres dans la voiture. Et ils trouvent aussi des cheveux dans cette voiture. Donc tous les échantillons, le sang et les cheveux, sont envoyés dans un laboratoire britannique pour être analysés. Et pendant ce temps, le couple est mis en garde à vue. Le 9 septembre 2007, soit 4 mois après la disparition de Maddie, les parents décident de repartir pour l'Angleterre. Ils quittent définitivement le Portugal pour rentrer chez eux avec leurs jumeaux. Dans le même temps, ils reçoivent les résultats des analyses
qui montre que c'est à 50% que les échantillons qui ont été prélevés correspondent à un descendant de Jerry McCann, sauf que y a trop de différences de trucs pour affirmer à 100% que c'est Maddie, enfin c'est à Maddie. Du coup en fait ça ne pourra pas être utilisé, ça ne mène globalement à rien de concret. Le 21 juin 2008, l'année suivante, le procureur mettra définitivement fin à l'enquête qui ne mène décidément nulle part depuis le début et le couple sera blanchi complètement. Cette enquête, les parents de Maddie se sont battus pour qu'elle soit réouverte après et du coup c'est en 2011 qu'elle est réouverte et c'est Scotland Yard qui est sur l'affaire et qui va enquêter. Scotland Yard recommence les interrogatoires mais encore une fois, comme à l'époque de l'enlèvement, ça ne mène pas vraiment à des pistes concrètes ou à des suspects. Ils vont même explorer la piste pédophile puisqu'elle n'est pas exclue du tout. Maddie aurait très bien pu être victime d'un prédateur sexuel. Et sur ça, les parents vont engager un détective en fait qui va trouver une piste qui va être fortement privilégiée et qui va mener à un homme. Cet homme, c'est Christian Bruckner, c'est un pédophile multirécidiviste de 45 ans qui est actuellement en détention pour un viol qu'il a commis en 2005 dans le sud du Portugal. Et donc cet homme, c'est un Allemand qui est en prison en Allemagne d'ailleurs. Il a vécu au Portugal, dans le sud, donc pile dans la région où Maddie et ses parents étaient en vacances en 2007. Et il y a vécu entre 1995 et 2007. Donc il est parti juste après en fait les faits, si on voit bien. Et faut savoir qu'il a été extradé du Portugal vers l'Allemagne pour abus sexuels sur mineurs. On le soupçonne davantage puisque, d'après certains dires, il se serait vanté à plusieurs reprises de savoir exactement ce qui se serait passé pour la petite fille, pour Maddie, et d'être au courant de tout. Donc ça fait de lui un suspect idéal, mais jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a pas grande preuve autre que ça qui le lie, à part qu'il était là sur les lieux, mais il n'y a aucune preuve matérielle, donc il peut pas être jugé pour ça, et donc il n'est pas emprisonné en tout cas pour ces faits-là aujourd'hui, ni même reconnu comme coupable. Ces derniers rebondissements concernant Christian Bruckner, ils datent de 2020, donc c'est quand même vachement récent, mais depuis, plus grand chose, donc c'est vachement étalé dans le temps, l'affaire Maddie, hein, vous voyez, et c'est toujours pas résolu. Maintenant, je vais explorer une autre piste qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, je ne peux pas ne pas en parler dans le cadre de cette enquête, mais c'est vrai que tout récemment, il y a une jeune femme allemande de 21 ans qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux, elle a créé plusieurs comptes, et elle a fait polémique puisqu'elle a affirmé être Madeleine McCann. Vous avez sûrement dû le voir passer tellement tous les médias en ont parlé, c'est vrai que c'est assez incroyable puisque elle déclare vraiment être la petite fille disparue. Elle s'appelle Julia Faustina Wendel, donc c'est une Allemande d'origine et elle vit aujourd'hui en Pologne. Elle a fait le buzz en déclarant donc qu'elle était la petite fille Maddie McCann. Et c'est vrai que sur toutes ses vidéos, soit TikTok ou ses photos Instagram ou quoi, elle tente à chaque fois de prouver qu'elle est Maddie McCann en comparant des photos d'elle petite, en analysant des points physiques qu'elle pourrait avoir en commun avec Maddie, ou encore des ressemblances qu'elle pourrait avoir avec les parents de Maddie, donc Jerry et Kate. Et elle essaye d'apporter vraiment toutes les preuves possibles pour montrer qu'elle est bel et bien Maddie. Mais cependant, la police polonaise et la famille de Julia affirment en fait que c'est complètement faux, que Julia n'est absolument pas Maddie. Ils affirment aussi dans un deuxième temps que elle a des troubles psychologiques, qu'elle refuse d'ailleurs de prendre ses médicaments depuis quelque temps, et qu'en fait ça ne participe pas vraiment à sa bonne santé mentale et c'est ce qui pourrait avoir abouti sur les faits qu'elle affirme sur les réseaux sociaux. Elle a demandé assez récemment un test ADN avec les parents de Maddie, Kate et Jerry et ceux-ci ont refusé. Dans un premier temps, il faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux, quand elle a annoncé avoir demandé ce test, elle avait affirmé que les parents de Maddie avaient bel et bien accepté ce test ADN.
Mais en réalité c'était complètement faux, ils n'ont jamais accepté ce test qui n'a jamais eu lieu du coup. Elle tente d'apporter plein de preuves parce qu'évidemment les gens en demandent toujours plus, ils sont très dubitatifs quant à la véracité de ses propos. C'est vrai que des photos juste qui ressemblent, ben voilà, parce qu'une enfant c'est une enfant, c'est vrai qu'il y en a plein qui se ressemblent et que c'est pas parce que t'as la même couleur d'yeux ou quoi que forcément tu es Maddie McCann. Et elle, en fait, elle dit, pour apporter encore plus de preuves, que elle a toujours eu des soupçons sur le fait que ses parents soient ses vrais parents parce qu'elle n'arrivait pas à retrouver des photos d'elle vraiment petite, ça n'existait pas. Son acte de naissance, ses parents refusaient de lui donner, comme s'ils cachaient quelque chose, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Et elle dit aussi avoir des souvenirs de vacances dans un pays chaud, avec la mer, avec des immeubles blancs. Donc comme ça correspond un peu au Portugal et au club de vacances dans lequel était Maddie, mais enfin, franchement c'est des informations que tu peux trouver sur internet vraiment facilement. Donc à tout moment, ça n'est pas vraiment une preuve qui atteste de la véracité de ses propos en tout cas. Elle affirme aussi avoir été enlevée par un pédophile qui l'aurait agressée petite et elle avait même sur un portrait robot qui avait circulé à l'époque de l'affaire Maddie, elle avait même reconnu cet homme en disant c'est lui qui m'a agressée et tout. Voilà, donc après on peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est ce qu'elle dit. Maintenant, ses parents, eux, ont fait une déclaration, ils ont déclaré, je vais vous lire tout de suite la déclaration qu'ils ont faite, parce que dans cette déclaration, à la base elle est en polonais, du coup, peut-être vous faire un résumé, mais en gros, ils disent qu'ils aimeraient vraiment prendre position par rapport à ce que Julia raconte, parce qu'ils ont quand même pris la parole sur ça. Ils disent qu'ils ont en effet des souvenirs, des photos d'elle petite, que Julia est même au courant, puisqu'elle les a pris dans leur maison familiale, tout comme l'acte de naissance qui existe bel et bien, il n'y a pas de complot qui vise à ce qu'elle ne sache rien. Donc sur ça ils estiment qu'elle mente. En plus de ça ils livrent que elle a des problèmes psychologiques, que depuis toute petite elle a été suivie et que depuis toute petite elle rêvait surtout d'être une superstar super connue et tout. Et ils disaient en gros que finalement c'est ce qu'elle avait eu avec ce buzz on va dire, puisqu'elle a gagné vraiment des centaines de milliers d'abonnés en très peu de temps, puisque tout le monde est intéressé ou est fasciné par son histoire. Et en fait ils disent voilà elle a eu ce qu'elle voulait machin. Et en plus de ça ils disent aussi que Julia, donc ils disent que Julia a déménagé de chez eux, qu'elle refuse aujourd'hui de prendre les traitements qui lui sont prescrits. Elle n'a pas non plus voulu aller dans un centre qui aurait pu l'aider, donc en Pologne. Ils disent aussi qu'ils sont dévastés complètement parce que elle dit n'importe quoi sur n'importe qui. Donc voilà, donc les parents ont fait cette déclaration et d'ailleurs il y a une photo de la personne qui donc serait la mère biologique, même si Julia a dit que ce n'est absolument pas sa mère, qui a été postée. Et en fait on voit clairement la ressemblance entre Julia et sa mère. Parce que même si elle persiste à prouver qu'elle ressemble beaucoup plus à Maddie ou aux parents de Maddie, en fait les gens disent aussi mais tu ressembles beaucoup à celle qui est censée être ta mère biologique quoi. Donc c'est vrai que ça n'a pas grand sens. Julia elle démontre encore plus je trouve dans ses actions aussi son instabilité mentale, puisque suite au refus du test ADN de la part des parents de Maddie, elle a menacé d'abord de poursuivre ses soi-disant parents en justice. Et après elle a même menacé de se suicider. Donc ça montre vraiment son instabilité. Et puis le fait, si elle prend pas son traitement ou quoi, ça ne peut que la desservir en fait. Il y a un autre point d'ailleurs qui est soulevé dans toute cette affaire, c'est que tout simplement l'âge ne correspond pas. Julia a 21 ans, alors que Maddie, elle, si elle était encore en vie, elle aurait entre 18 et 19 ans à l'heure actuelle. Donc c'est pas du tout l'âge de Julia. Après Julia elle dirait que les documents ont été falsifiés ou quoi, que c'est faux, qu'elle est pas née, qu'elle a pas 21 ans, qu'elle a moins. Mais encore là c'est un point qui va pas dans le sens de son témoignage du tout. Et donc d'ailleurs tout récemment c'est la dernière chose qu'il y a eu sur Julia, parce qu'elle a fait plusieurs comptes
sur différents réseaux sociaux, puisqu'elle en a fait, donc moi j'avais TikTok, Instagram, elle en a sûrement fait sur Facebook, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour TikTok, je suis allée voir tout à l'heure et c'était encore actif son compte, mais je crois pas que ce soit le même compte qu'il y avait au début, je suis pas sûre. Et en tout cas sur Instagram, le compte original qu'elle avait créé a été supprimé. Alors il y a plein d'autres comptes mais c'était nouveau et on n'est pas sûr que ce soit vraiment Julia qui soit derrière. Mais le compte original qu'elle avait créé a été supprimé. Donc on en saura sûrement plus peut-être dans les jours à venir. Mais très honnêtement, je ne pense pas que Julia soit Maddie. En plus de ça, sur les réseaux sociaux, depuis qu'elle a dit qu'elle était Maddie, on voit pas mal de jeunes filles qui viennent et qui disent oui non c'est moi Maddie, elle ment et tout. Ça part un peu dans tous les sens, très honnêtement. Tout ça montrer qu'elle n'est pas Maddie, alors que cette jeune fille crée la polémique en ce moment. Elle divise les gens, puisqu'il y a les gens qui croient vraiment qu'elle est Maddie, d'autres qui disent non, c'est pas possible, qu'elle soit Maddie, en fait, c'est pas... Non, c'est pas possible, tout simplement. Et dans toute cette affaire, en fait, bah ça nous avance pas plus sur ce qui est arrivé à Maddie. Alors, est-ce qu'on saura un jour ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle s'est fait enlever? Est-ce qu'elle a été victime d'un accident? Est-ce qu'elle a été... est-ce qu'elle est assassinée depuis le temps? On n'en sait rien et ses parents espèrent toujours aujourd'hui la retrouver en vie, qu'elle leur revienne en vie. Mais après tant de temps, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce qu'elle va vraiment un jour être retrouvée? Ou est-ce qu'on ne saura jamais en fait ce qui lui est arrivé ce jour-là? Mais c'est vrai que c'est une histoire qui reste super mystérieuse et c'est une affaire qui est irrésolue et c'est pour ça qu'elle est aussi... passionnante je dirais, dans le sens qu'il y a tellement d'hypothèses mais tellement de questions sans réponse aussi, surtout pour les parents qui sont dans l'attente depuis des années. Parce qu'à ce jour, il y a toujours des gens qui croient dur comme fer que les parents sont responsables de la mort de Maddie, ou en tout cas de sa disparition. J'ai vu des choses assez horribles passer sur les réseaux, comme quoi ils auraient vendu leur fille, des choses comme ça. Donc je trouve ça assez horrible, mais en attendant, ils remuent ciel et terre encore aujourd'hui, ils ont fait réouvrir l'enquête. Est-ce qu'ils auraient vraiment fait réouvrir l'enquête s'ils étaient responsables? J'en sais rien, je sais pas trop quelle réponse apporter, même je pense même pas qu'on aura un jour des réponses sur cette affaire. Mais en tout cas voilà, c'était l'affaire Maddie McCann, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On verra donc dans les prochains jours les évolutions qu'il y a par rapport à cette Julia, mais très honnêtement... Je vous ai donné mon avis, je ne pense pas qu'elle soit Maddie. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de tout cet engouement ce temps-ci sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que Julia est Maddie ou pas? Et en tout cas, voilà, moi je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas d'aimer et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve bientôt. Bisous!